Bonjour, merci beaucoup de m'avoir proposé de venir faire cette présentation. Donc, l'idée, c'est de faire un état des lieux des données qu'on a sur l'ampleur de l'exposition prénatale aux antiépileptiques en France au cours de la dernière décennie. C'est un travail qui a donc été effectué au sein du GIS EPIPHAR, qui réunit des équipes de l'ANSM et de la Caisse nationale d'assurance maladie. Alors les médicaments antiépileptiques, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est une classe de médicaments très vaste, des médicaments qui sont indiqués dans l'épilepsie, mais aussi dans les troubles de l'humeur, dans les douleurs neuropathiques et également dans la migraine. Ce sont des pathologies qui ne sont pas rares chez les femmes en âge de procréer et par conséquent qui touchent des femmes qui ont un projet de grossesse ou qui sont enceintes. Le maintien du traitement chez ces femmes pendant la grossesse doit être réfléchi en considérant les bénéfices attendus, mais aussi les risques liés à l'exposition in utero, avec en particulier deux grands types de risques liés à l'exposition à ces médicaments pendant la grossesse pour le bébé. Des risques de malformation congénitale. Et là, j'ai repris un graphique qui est présenté dans un rapport qu'on trouve sur le site de l'ANSM qui a fait un état des lieux des données de la littérature sur les risques associés à l'exposition in utero aux antiépileptiques, avec, pour ce qui est des risques de malformation, des niveaux de risque très différents selon les médicaments. Un risque majeur pour le valproate, mais aussi des risques importants pour d'autres. Des données encore insuffisantes pour établir les niveaux de risque pour certains, et puis deux médicaments, la lamotrigine et l'élévétiracétam, qui sont indiqués en première ligne parce que ce sont eux pour lesquels les données sont en faveur des niveaux de risque, enfin du profil de risque le plus favorable. Et puis, des risques également pour l'enfant exposé en termes de troubles neurodéveloppementaux, avec des données qui sont moins fournies que pour les risques de malformation congénitale, parce que les études sur ces troubles neurodéveloppementaux sont plus récentes. Et là encore, des niveaux de risque très différents selon les produits, et certains produits, un grand nombre d'ailleurs, pour lesquels on n'a pas encore de données qui permettent d'établir vraiment le profil de risque. Alors, concernant le valproate, les risques sont extrêmement bien établis, tant en termes de malformations congénitales et de troubles neurodéveloppementaux. Et depuis 2015, au vu des données disponibles, de nombreuses mesures de réduction des risques liées à l'exposition pendant la grossesse ont été mises en place, à la fois en France, mais aussi au niveau européen, aux États-Unis et par l'OMS, donc au niveau mondial. Du fait de ces mesures, il y a eu, ces mesures ont eu un impact majeur sur l'utilisation de ces médicaments parmi les femmes en âge de procréer et les femmes enceintes. Et c'est la raison pour laquelle, au sein de notre équipe, nous avons réalisé une étude pour mesurer l'évolution du niveau d'exposition prénatale aux antiépileptiques en France dans les années récentes. Cette étude a porté sur les données exhaustive du registre EPIMER, c'est un registre que nous avons constitué dans notre équipe à partir des données du Système national des données de santé. Donc ce sont les données de remboursement et d'hospitalisation qui portent sur l'ensemble des assurés sociaux en France, donc la quasi-totalité de la population résidant en France. Ces données nous permettent de considérer l'ensemble des grossesses qui se sont terminées en France depuis 2010. Donc c'est la quasi-exhaustivité, ça correspond à la quasi-exhaustivité des grossesses dénombrées par l'INSEE. Et pour toutes ces grossesses, nous disposons d'informations sur les caractéristiques des mères, en particulier en termes de caractéristiques sociodémographiques et de morbidité
à travers les diagnostics d'hospitalisation ou d'ALD, et les caractéristiques des grossesses elles-mêmes, leur date de début et fin, la façon dont se déroule la grossesse, l'issue de la grossesse, et également toutes les informations sur les médicaments remboursés pendant la grossesse et les dates des remboursements. Donc, dans cette étude, nous avons inclus l'ensemble des grossesses exposées à au moins un antiépileptique pendant la grossesse, ou en prenant en compte également le mois précédant la grossesse. Donc, un remboursement entre 30 jours avant le début de la grossesse et jusqu'à la fin de la grossesse. Et nous nous sommes concentrés sur la période de 2013 à 2021. Et pour l'ensemble de ces grossesses, nous avons décrit les antiépileptiques utilisés en distinguant 3 catégories d'antiépileptiques, ceux qui sont considérés comme les plus sûrs, donc la motrigine et le levétiracétam, ceux pour lesquels le risque est incertain, c'est-à-dire il y a des études avec des résultats contradictoires ou des études sur des trop petits effectifs pour conclure. Et donc il s'agit des gabapentinoïdes, prégabaline, gabapentine, le clonazepam, l'oxcarbazépine, et puis une autre catégorie qui concerne essentiellement le lacosamide et le zonisamide. Et enfin, une troisième catégorie qui comprend les antiépileptiques qui ont un risque avéré. Et donc, dans cette catégorie, il y a le valproate avec les spécialités indiquées dans l'épilepsie à base d'acide valproïque et celles indiquées dans les troubles de l'humeur à base de valpromide, la carbamazépine, le topiramate et une autre catégorie qui comprend notamment le phénobarbital. Pour ces grossesses, nous avons également décrit les profils des mères et des grossesses exposées en termes de caractéristiques sociodémographiques, de morbidité, en essayant d'identifier l'épilepsie, les troubles de l'humeur, les douleurs neuropathiques et la migraine, et l'ancienneté du traitement au moment de la grossesse. Et enfin, nous avons décrit les modalités d'utilisation pendant la grossesse en termes de nombre de délivrances remboursées et de période en termes de trimestres d'exposition pendant la grossesse. Donc globalement, entre 2013 et 2021, on a comptabilisé pratiquement 56 000 grossesses exposées en France. Ça représente à peu près 0,64% de l'ensemble des grossesses en France, avec des chiffres qui sont relativement, des fréquences d'exposition qui est relativement constante au cours du temps. Une médiane qui est autour de 6 200 grossesses exposées par an de façon continue pendant toute la période. Par contre, quand on s'intéresse à l'exposition selon la catégorie de risque des antiépileptiques, on voit des grosses différences selon cette catégorie. Alors, en premier lieu, pour ce qui concerne les antiépileptiques à risque avéré, on a eu une très forte diminution de l'exposition à ces traitements pendant la grossesse. On partait de plus de 2400 grossesses exposées en 2013 pour arriver à 826 en 2021, soit une diminution de 66% du nombre de grossesses exposées à ce type d'antiépileptique pendant la grossesse. Et si on va voir les choses de façon plus détaillée, ce qu'il apparaît, c'est qu'il y a eu en lien avec toutes les recommandations qui ont été prises pendant cette période, une baisse très marquée de l'exposition à l'acide valproïque et au valpromide, avec des baisses de plus de 80% du niveau d'exposition pour ces deux médicaments, pour arriver en 2021 à un niveau faible, mais quand même des grossesses qui restent exposées, de l'ordre de 220 grossesses exposées à ces produits en 2021. Voilà. Alors la question c'est est-ce qu'on peut descendre plus bas ou est-ce que c'est un niveau qu'on n'arrivera pas à détailler, à dépasser, en sachant que pour nous l'exposition c'est une délivrance et que par exemple quand il y a une délivrance en tout début de grossesse ou dans le mois précédent la grossesse, on la compte comme exposée, mais on n'est pas complètement sûr que la femme a effectivement pris le traitement. Donc il est possible qu'on surestime un tout petit peu.
Une deuxième catégorie d'antiépileptiques, enfin il y a d'autres antiépileptiques qui ont également diminué au cours de cette période, c'est la carbamazépine et le topiramate, mais dans une moindre mesure par rapport aux médicaments précédents. Donc des baisses de 30 à 40% pour carbamazépine et topiramate, mais en 2021, on a encore de l'ordre de 300 grossesses exposées à chacun de ces deux traitements. Et puis, pour la catégorie des autres, dont le phénobarbital, des niveaux d'exposition très faibles, voilà, plus anecdotiques que les précédents. En parallèle à cette diminution de l'exposition aux médicaments à risque avéré, on a observé une augmentation du niveau d'exposition aux médicaments antiépileptiques les plus sûrs, donc la motrigine et l'évétiracétam, avec plus de pratiquement 3400 grossesses exposées à l'un de ces deux médicaments en 2021, en augmentation de 30% par rapport à 2013. Et si on regarde plus en détail, cette augmentation a concerné à la fois la lamotrigine et le lévétiracétam. Mais c'est la lamotrigine qui est prescrite de façon très majoritaire. Et enfin, la troisième catégorie, qui concerne donc les médicaments à risque incertain, et pour ces médicaments, là aussi, comme pour les médicaments les plus sûrs, on a assisté à une augmentation de l'exposition prénatale à ces médicaments, une augmentation du même ordre, de l'ordre de 33%. Cette augmentation, elle concerne en premier lieu les gabapentinoïdes et tout particulièrement la prégabaline, on est sur la période jusqu'en 2021, en sachant que si on regarde les données un petit peu plus tardives, il y a eu des mesures prises pour limiter l'exposition à la prégabaline en 2022. On a une stabilisation, voire une petite baisse, mais en fait, en parallèle, une augmentation de l'exposition à la gabapentine. Donc globalement, on a des niveaux d'exposition aujourd'hui qui restent assez semblables à ce qu'on observe en 2021 ici. Donc une exposition très importante en termes de nombre de grossesses exposées, voilà, de l'ordre de 1900, enfin entre 1800 et 2000 grossesses exposées au cours d'une année à l'un de ces traitements. Une augmentation aussi importante, même si le niveau d'utilisation est moindre, pour les antiépileptiques qu'on a appelés autres, et donc c'est principalement lacosamide et zonisamide. Une augmentation. Alors on partait de très bas, de 126 grossesses par an, et on est passé à 303 grossesses en 2021. Donc même si ça reste dans une proportion limitée, on a une vraie augmentation de l'utilisation de ces traitements parmi les femmes enceintes. Et par contre, pour le clonazepam et l'oxcarbazépine, des tendances plutôt à la baisse avec des niveaux plus bas. Si on regarde maintenant les caractéristiques de ces grossesses exposées aux antiépileptiques et qu'on les compare aux caractéristiques des grossesses en population générale, des grossesses non exposées aux antiépileptiques, il apparaît que quand il s'agit de la lamotrigine ou du lévétiracétam, il s'agit de femmes qui ont à peu près le même âge, une trentaine d'années. Le niveau de défavorisation sociale est comparable avec de l'ordre de 13 à 14% des femmes bénéficiaires de la CMUC. Et puis, en termes d'issue de grossesse également, on a de l'ordre de 74% de ces grossesses qui se terminent par la naissance d'un enfant vivant et 18-19% de grossesses interrompues. Ça comprend les fausses couches et les interruptions provoquées. Donc voilà des caractéristiques qui sont proches de ce qu'on observe parmi l'ensemble des grossesses en France. Par contre, pour ce qui est des grossesses exposées aux antiépileptiques à risque incertain ou avéré, ces grossesses surviennent chez des femmes qui sont plus âgées, qui ont un âge au moment de la grossesse de 31 à 32 ans, qui sont plus souvent défavorisées sur le plan socio-économique,
Et puis, ces grossesses sont plus souvent interrompues, et ça s'explique en particulier par le fait qu'elles donnent plus souvent lieu à des IVG ou des IMG. Et on atteint donc 25% d'interruption de grossesse pour les grossesses exposées à un antiépileptique à risque incertain et 32% quand il s'agit d'un antiépileptique à risque avéré, avec pendant la période d'étude une augmentation de ces interruptions de grossesse pour les grossesses exposées à l'acide valproïque et au valpromide. Et au cours de la période la plus récente, 2019-2021, on a des taux d'interruption de grossesse de plus de 50% pour les grossesses exposées au valpromide et 37% pour les grossesses exposées à l'acide valproïque. Enfin, en ce qui concerne les modalités d'utilisation de ces médicaments pendant la grossesse, donc là, on a examiné ce qui se passait uniquement parmi les grossesses qui sont terminées par un accouchement, donc ça ne comprend pas les grossesses interrompues. Parmi ces grossesses, donc pour ce qui est des antiépileptiques les plus sûrs, la motrigine et l'évétiracétam, l'utilisation de ces médicaments est généralement poursuivie pendant toute la grossesse, avec plus de 80% des grossesses. Donc c'est la barre, je n'ai pas de pointeur, mais c'est la barre du milieu, donc vert intermédiaire, qui correspond aux grossesses pour lesquelles le traitement concerne la période du premier trimestre et au-delà. Donc ça a commencé dès le début de la grossesse et ça s'est poursuivi pendant toute la grossesse. Et de l'ordre de 7 dispensations du traitement en moyenne pendant la grossesse. Et cette situation n'a pas connu d'évolution notable sur la période d'étude. Par contre, pour ce qui est des antiépileptiques à risque avéré, on a eu des évolutions majeures avec une très forte baisse. On avait vu tout à l'heure qu'il y avait une baisse du nombre des grossesses exposées. Et parmi ces grossesses exposées, il y a une diminution très forte du nombre de celles exposées au-delà du premier trimestre et avec plus d'une dispensation. Ça représente des baisses de l'ordre de 90% pour acide valproïque et valpromide, et également des baisses, mais dans une moindre mesure, pour la carbamazépine et le topiramate, avec des baisses de l'ordre de 50%. Donc même si ces résultats, ces observations vont dans le bon sens, il faut quand même noter que pour la carbamazépine, au cours des 3 dernières années, 2019-2021, on avait encore une majorité de ces grossesses exposées qui étaient au-delà du premier trimestre et avec plus d'une dispensation. Donc même s'il y a une amélioration, il reste une exposition persistante pendant la grossesse pour la carbamazépine. Et enfin, pour les antiépileptiques à risque incertain, alors d'abord pour la prégabaline et la gabapentine, l'exposition est le plus souvent limitée à une seule dispensation et au premier trimestre seul. C'est la barre en bleu clair que vous voyez, donc c'est la majorité des grossesses. Toutefois, ce qu'on observe, c'est que pour la prégabaline, avec le temps, on a une augmentation de la proportion des grossesses qui sont exposées au-delà du premier trimestre. On le voit avec les barres bleu intermédiaire et bleu foncé pour la prégabaline, qui prennent de plus en plus de place dans l'ensemble de la barre. Donc de plus en plus de grossesses pour lesquelles on maintient l'utilisation au-delà du premier trimestre et pour lesquelles il y a plus d'une dispensation. Donc des évolutions marquées qui laissent penser que l'exposition à la prégabaline suscite de moins en moins de craintes par rapport à la grossesse avec le temps. Et puis pour les autres médicaments à risque incertain, là, on a une exposition qui est majoritairement maintenue pendant toute la grossesse. Donc en résumé, au cours de cette période de 2013 à 2021, on observe une très forte diminution de l'exposition prénatale au valproate, à la fois en termes de nombre de grossesses exposées, parmi les grossesses exposées, d'augmentation du taux d'interruption des grossesses,
et parmi les grossesses qui ne sont pas interrompues, une diminution du niveau d'exposition au valproate. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Cette forte diminution s'est faite principalement au profit des antiépileptiques les plus sûrs, la motrigine et les vétéracétam. Toutefois, il reste il persiste, la situation n'est pas parfaite. Et ce que ces données mettent en évidence, c'est que concernant la carbamazépine et le topiramate, on a eu une diminution des grossesses exposées au cours de la période, mais moins marquée que pour le valproate. Et au total, au cours de la période des 3 ans les plus récents, 2019-2021, on a encore de l'ordre de 600 naissances d'enfants exposés à chacun de ces médicaments. Par ailleurs, on observe une très nette augmentation de l'exposition prénatale à des antiépileptiques dont le profil de risque pendant la grossesse est incertain. En premier lieu, la prégabaline et la gabapentine. Et on a comptabilisé au total de l'ordre de 16 000 grossesses exposées à ces traitements pendant l'ensemble de la période d'étude, dont la plupart, 68%, se sont terminées par la naissance d'un enfant. Et ce qu'on observe, c'est que au cours du temps, on a une augmentation de la fréquence et du niveau d'exposition à ces traitements pendant la grossesse. Et ce, malgré le fait que les données des études de risque, qui ne sont pas encore très nombreuses, ne permettent pas d'établir un profil de risque favorable pour ces traitements. Et puis, pour les antiépileptiques autres, et en particulier l'acosamide et zonisamide, on a une augmentation de l'exposition, et au cours de la période la plus récente, de l'ordre de 500 naissances d'enfants exposés à ces traitements. Et puis, un dernier constat, c'est que tout au long de la période sur laquelle a porté l'étude, on voit que l'exposition prénatale aux antiépileptiques qui ont un risque avéré ou incertain est très fortement associée à un niveau socio-économique défavorisé. Ce sont les femmes de niveau socio-économique défavorisé qui sont particulièrement exposées à ces traitements. En conclusion, ces résultats suggèrent que des mesures complémentaires sont nécessaires pour encore limiter les risques associés à l'exposition prénatale aux antiépileptiques, en particulier dans les populations les plus défavorisées. Je vous remercie.